il y a 15 ans, il y a 20 ans, ils n'oseraient pas faire ça, quoi. Sinon, ils vont s'attirer des regards, des regards malveillants, tout ça. Et Laura a contribué à. Et c'est pour ça, moi, je me suis dit, il faut faire un petit livre, qu'on a vendu à 25 000 exemplaires, quand même. C'est pas mal. Et qui va peut-être se revendre ici. Oui, maintenant qu'on en parle. C'est un livre, ça coûte je crois que c'est moins cher qu'un café, maintenant. Ça doit coûter 10 francs ou 15 francs, je ne me rappelle plus. Oui, Librio, c'est une petite collection, bien sûr. Et on a fait un deuxième livre avec un autre ami qui s'appelle Haj Miliani, qui est lui plutôt en Algérie, qui est aussi un chercheur et tout, surtout, plus que moi, parce que moi je suis plus journaliste, qui s'appelle Birds Melody, 100 ans de chansons immigrées, donc immigrées maghrébines en France. Parce qu'on a voulu dire, parce que quand on entend les immigrés, on croit tous qu'ils ont débarqué juste dans les années 50. Les premiers qui ont débarqué ici, ils ont débarqué dans les années 1860, voire même avant. Parmi les premiers groupes qui ont débarqué en France, on va dire en hexagone, pour parler dans le sens colonial, c'est les tambourinaires kabyles qui débarquent dans les années 1860. Les premiers cafés arabes, ils s'ouvrent vers 1908. Les premiers enregistrements de musique algérienne se font vers 1890 à peu près, avec la cire. Donc c'est pas à nouveau. Et puis les Maghrébins ne sont pas là depuis hier, ils sont là depuis plus d'un siècle. C'est important de le rappeler. Il faut le rappeler. Donc on a fait ce livre, on raconte tout. Et d'où justement un des personnages, je dirais, quand je vois dans la liste là, de Dominique, Mohamed El Kourd, qui a fait monsieur de la musique arabe andalouse, qui a introduit le piano, etc. Il était ouvrier chez Renault, il animait les cafés arabes. Et lui, il appartient à l'immigration. Oui. Oui, Mohamed El Kourd, d'ailleurs, qu'on va peut-être écouter dans quelques instants. Ça, c'est une façon de dire à Ludivine, sois un peu au taquet, ma belle. Oui, Ludivine, donc c'est... oui, ce que nous disait, c'est le numéro 5, Ludivine. Hein. Voilà, on mélange tout, c'est un peu... Il faut que je rappelle une petite chose aussi après. Oh, bah oui. Oui. Par rapport à ce que j'ai dit, parce qu'il a cité un monsieur, Jean Amrouche, qui est dans la maman comme Marguerite Amrouche, et la sœur, et on sent chanter. Oui. Il y a des disques. Oui, chrétiens, des chrétiens kabyles. D'où Jean, d'où Marguerite, Taous, et Taous, donc là, qui est analphabète, mais qui chantait un répertoire, et les enfants, on va le reprendre, ils vont le redynamiser, etc. Et donc Jean Amrouche est lié à la musique, de toute façon. Donc beaucoup de nationalistes n'étaient pas très loin de la musique dans cette période. Il y avait même des... Je sais pas, moi je prends un que tu cites là dans la liste. La liste, les Ahmad Wahabi, ces gens-là, Ahmad Wahabi, à un moment, il faisait partie de l'équipe musicale du FLN, donc il va s'exiler en Tunisie. Il y en a un autre qui n'est peut-être pas mentionné, qui est un peu équivalent. Si, il y en a un où on a passé son morceau. Voilà. Il y a un artiste, on arrive chez lui, la police française arrive chez lui, il dit ouvre ton piano, il trouve un pistolet dans le piano. Il dit non, mais c'est pas à moi. Il y a plein de trucs d'anecdotes comme ça. Oui, donc Mohamed El Kourd. Alors El Kourd, vous avez bien compris, ça veut dire le Kurde. Pourquoi le Kurde ? Parce que il racontait que c'était un immigré, mais c'était les indigènes, comme disaient les Français de souche à l'époque, ils avaient le droit à rien, mais ils avaient quand même un droit, c'est d'aller faire la guerre pour nous. Et donc ce Mohamed El Kourd, il est parti faire la guerre en 14. Il est revenu en 1918. Il avait rencontré beaucoup de gens, des Américains, des Anglais. Enfin, il s'est forgé une culture très très particulière, et on va voir, comme je suis un peu didactique, comment lui il met le piano dans l'histoire de l'arabo-andalou. Alors, introduction du piano dans l'arabo-andalou, on écoute tout de suite. الوحش في كبتي حط والبيت ظلمت عليا
الظلام تاع علي يا محمد غزاني من يتخطف يا ضريبة وصرت علي جدني اشتياق وعيت من هذا الهجر القلب فاني باحتراق صبرت ما فدني صبر رب البلاني باختلاف هو ليا واللي القمر إذا يزول عني الغيار نعمل هاني في راحتي القلب شايق للديار يا ربي فرج كربتي القلب شايق للديار يا سيدي فرج كربتي Oui, maintenant un poème de Malek Haddad, poète et romancier, ami de Khatel Yassine. C'était un attentat. Réfugié en Suisse, l'indépendance acquise au moment de retrouver son pays. À plusieurs reprises, Malek Haddad m'a fait part combien cette indépendance est une grande aspiration qui dans le même temps le dépouille. Il ne peut écrire en arabe. On touche là à une phase de l'aliénation coloniale qui vous intègre à la civilisation du colonisateur et vous exclut des vôtres. La langue française est mon exil, disait-il. Cette déchirure, Malek Haddad la ressentira jusqu'à sa mort. Ce poème est extrait de son premier livre, Le malheur en danger. Ils vont dans la légende et la légende ouvre ses bras. Je leur avais parlé, j'avais senti leurs mains. Ils avaient des enfants et même des défauts, comme ils savaient sourire alors qu'il faisait nuit. Je les retrouve en achetant un journal. Ils étaient mes amis, ils n'étaient pas des mots, des chiffres ou des noms. Ils étaient 1000 jours et 10 ans de moi-même, le repas qu'on partage, la cigarette de l'ennui. Ils savaient mes enfants, je leur donnais tous mes poèmes. Ma mère aimait leur cœur, ils étaient mes copains, je leur avais parlé. Ils vont dans la légende, et la légende ouvre ses bras. Ils sont devenus une âme et ma patrie. Je ne verrai jamais mon copain le mineur, son sourire éclairé, son regard d'amertume, mon copain le boucher et l'autre instituteur, et je m'excuse d'être vivant. Je suis plus qu'orphelin qu'une nuit sans lune. Ils vont dans la légende, et la légende ouvre ses bras. Merci encore pour ce texte. Alors, juste petit souci, le pied de la table apparemment nous fait faux bond, mais on est quand même sur le coup. Oui, ce que je voulais dire, c'est que à l'époque, toute expression culturelle algérienne était interdite, censurée, par une censure extrêmement violente de la part du colonisateur français. Donc il a fallu ruser pour réussir à faire entendre ces musiques, à faire entendre les paroles, avec toute une tradition du sous-entendu, du double sens, parce que certains textes semblaient être des textes d'amour, mais en fait, la femme, c'était plutôt la patrie. Enfin voilà, il y a eu toute une espèce de contournement de la censure qui a été astucieusement organisée par les artistes. De toute façon, il ne faut pas oublier que cette musique-là a été diffusée, même à l'époque coloniale, il n'y avait pas de souci. Mais quand les textes sont trop ouvertement un peu nationalistes et tout, évidemment, ils ne passaient pas. Oui. Ça, c'est clair. Il y a même des bureaux spécialisés pour ça. Mais sauf que les labs. Oui, les labs. Oui. Qui contrôlaient. Émissions. En langue arabe et berbère. Liaison des. Ouais, j'oublie le mot. Oui. Oui, comme un politburo, quoi, qui est censuré. Une espèce de. Comme il y aura la SAS à un moment, comme il y aura une chose comme ça, c'est des actions psychologiques.
dans les djebels. Mais enfin, tout le monde donnait l'autorisation, hein. Le FLN aussi donnait les autorisations. Hein. Et peut-être, pour continuer ma petite histoire, puisqu'il nous parlait du rail diffusé très fort dans les voitures, et il faut savoir quand même que ça puisait ses racines de manière très profonde dans chez des musiciens qui étaient un peu des musiciens ambulants à l'époque, rejetés par toute une génération de musiciens ambulants qui avaient été rejetés ou qui habitaient dans le quartier, dans la ville à côté de petits villages français là, dont on parlait, le hameau arabe. Et c'était des gens qui venaient un peu du désert donc on a appelé cette musique la musique bédoui, et il y a un grand maître de cette musique qui a sans doute fourni une des matières les plus importantes pour le rail moderne, qui s'appelait Cher El Khaldi. Et il a surtout écrit sur une de ses fiancées qui s'appelait Bartha, une chanson qu'a repris Cherari Miti, qu'a repris Khaled dans je ne sais plus quel album. NCNC, non? Oui. Je crois. Donc voilà, peut-être tu peux nous parler un peu de ces musiciens du Bédoui. Si vous voulez, on dit le rail, tout c'est une petite nuance. Le rail, c'est une musique plutôt, c'est la musique des femmes, fondamentalement. C'est les femmes. Sauf que dans les racines de cette musique de l'Ouest algérien qu'on appelle le bédoui, donc sous-entendu bédouin, oui. C'est des gens de la ville. C'est des musiques urbaines. Urbaines, en fait, c'est pas, pas de la campagne, contrairement à ce qu'on me raconte. C'est des gens de la ville, c'est des gens Et ils font une musique qui s'appelle, dans le mot qui existe au Maroc, qui s'appelle Malhoun, qui veut dire la musique un peu lyrique, la poésie construite. Sauf sur le plan instrumental, elle est jouée de manière basique, c'est-à-dire avec une darbouka à bandir et les flûtes en roseau. Et à côté de ça, il y a le rail, celui des femmes, celui des Rémiti, celles qui l'ont précédé, qui va s'appeler rail plus tard. Mais celui-là, c'est pas une poésie lyrique construite comme l'autre, c'est de l'improvisation pure, ça parle la langue de la rue, donc ça dérange. Parce que ça parle de trucs, on fait l'amour, on va boire, et ça, c'est le rail. Parce que ces femmes, effectivement, elles se sont retrouvées un petit peu seules, divorcées, seules. N'oublions pas que pendant les années 20, 30, 40, il y a ce qu'on appelle la clochardisation. Donc elles n'avaient d'autre choix que de chanter dans les bars ou de la moitié de la population a été déplacée. Oui. Donc on se retrouve avec le grand phénomène de la clochardisation. Donc nous sommes en plus dans les années 40, où il y a une grosse épidémie de typhus. Il y a les bons à la guerre, donc en Europe, il y a les bons qu'on appelle ça, bon de rationnement. Bon de rationnement, des choses comme ça. Donc les gens manquent de tout. Et Rémiti, c'est là où l'apparaît d'ailleurs, c'est dans début des années 40. Et ce rail-là, il est différent de l'autre rail, du bédoui, sauf qu'il y a pas mal de passerelles. Donc une chanteuse de rail un chanteur de rail comme Khaled qui fait des trucs d'improvisation de la rue, la vie du quartier, les histoires d'adultère, de drague, de boissons, de machin. Il peut très bien reprendre aussi des poèmes un peu plus construits, plus lyriques, comme celui de Cher El Khaldi. Oui, on va écouter d'ailleurs le Cher El Khaldi, qui est donc qui est mort en 64. Voilà. Il a écrit 60 poèmes. Bartha, c'était sa muse, sa maîtresse. Enfin, c'est une de ses maîtresses. Hein. Il en a écrit sur plein d'autres aussi. Lui, il était à Oran, et tous les jours, donc il va et prend la calèche. Il faut qu'il aille la chercher à Tiaret. À l'époque, Tiaret, c'est 300 km. Hein, ça prend du temps. Et il casse tellement les pieds à ses copains à Oran, qu'un jour, ils disent bon, cette Bartha-là, tu me la ramènes qu'on la voit. Et quand tu la ramènes enfin, il la voit, c'est comme il dit ah bon, c'est tout, c'était pas un canon comme on dit. Il dit mais oui, mais vous n'avez pas mes yeux. Alors je trouve cette anecdote extrêmement jolie, mais d'un sexisme qui me fait froid dans le dos, ce qui veut dire qu'une femme laide ne peut pas inspirer l'amour. C'est lui, il les a tellement gonflés. Mais parce qu'il est, c'est normal. Plus de 60 poèmes. Mais j'aimerais qu'on m'écrive plutôt ça. Encore, et donc, moi, je vois cette beauté. Et il y a cette phrase de, juste histoire de montrer que je suis un peu cultivée, cette phrase de Baudelaire, en pendant à ça, qui dit « La beauté n'existe que dans les yeux de celui qui la regarde ». Et maintenant, on écoute.